Civilisation, un mot que de nombreux dirigeants brandissent, Vladimir Poutine en tête, pour justifier sa guerre en Ukraine. Alors pourquoi? Argument massu, justification, prétexte? Ou est-ce ce choc des civilisations pour reprendre une thèse controversée? Nos invités vont nous donner du grain à moudre. Bonsoir Delphine Alès. Bonsoir. Merci d'être présente sur ce plateau. Vous êtes vice-présidente de l'INALCO, responsable du programme Décrypte, qui vise à analyser l'émergence de ces récits nationaux. Et nous sommes en direct avec Sanjay Subramaniam. Bonsoir, vous êtes professeur à l'Université de Californie à Los Angeles et porte-voix de l'histoire connectée. Merci d'être en direct. Alors, je voulais commencer avec deux exemples parmi d'autres. Vladimir Poutine, je ne sais quelle civilisation défendre ceux qui se trouvent de l'autre côté du front, mais nous défendons nos traditions, nos cultures, notre culture et nos gens. C'était donc le 5 octobre 2023. Et Benyamin Netanyahou, c'est une guerre de civilisation contre la barbarie. Nous sommes en tête de cette guerre. C'était le 23 octobre 2024. Alors pourquoi utiliser ces mots précisément, Sanjay Subramaniam? Alors oui, donc il y a plusieurs façons d'utiliser le mot civilisation. Et c'est donc une façon, c'est la façon dont M. Netanyahou l'a utilisé. C'est-à-dire, nous sommes les civilisés. Les gens qui sont en face sont des barbares. Et donc, c'est une façon de délégitimer celui qui est en face. Il n'est pas à votre niveau. Il est quelqu'un qui est manifestement inférieur. Donc, vous avez le droit de le mener comme vous voulez. Et ça, c'est une façon, un très vieux jeu d'utiliser de mots. Alors, au moins, M. Poutine est un peu plus subtil. Il dit il se peut qu'il y aurait une civilisation en face, mais je ne sais pas laquelle. Voilà. Donc, deux façons de penser. Donc, une façon qui est civilisation contre barbarie, et l'autre, c'est qu'il y a plusieurs civilisations au moins possibles. Et donc, voilà. Pour moi, en réalité, on peut commencer avec l'idée que les civilisations sont des mythes. Alors j'imagine que vous êtes tout à fait sur cette ligne, Delphine Alès. Est-ce que là, alors des mythes, peut-être les civilisations, mais alors qu'en est-il du choc des civilisations? C'est quand même quelque chose qui revient très souvent. Hein, c'est la théorie de Samuel Huntington. Donc est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les guerres en Ukraine ou au Proche-Orient, ou est-ce que ce sont des mythes, ou est-ce que c'est réducteur? Non, tout à fait. Alors, la théorie, effectivement, du choc des civilisations a ceci de paradoxal qu'il y a sans doute assez peu d'analyses qui se voulaient académiques au départ, qui ont été à la fois autant critiquées et aussi influentes à l'échelle mondiale et dans les relations, dans la pratique des relations internationales. Les civilisations sont effectivement des mythes, ce sont des constructions qui sont le produit de processus historiques et de mobilisation politique. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui et qui était effectivement représenté dans les deux exemples que vous avez donnés, c'est la mobilisation politique de la référence à la civilisation ou aux civilisations, soit pour expliquer les relations internationales, c'est pas tout à fait nouveau, la théorie d'Huntington a été formulée au sortir de la guerre froide, à un moment où l'effondrement des grandes idéologies matérialistes laissait place à quelque chose d'autre, et il fallait trouver un autre grand récit pour expliquer eh bien, les humeurs du monde ou la marche des relations internationales, et Huntington est arrivé avec cette proposition selon laquelle s'opposait ou s'opposerait dans le futur de grands blocs civilisationnels, en l'occurrence assez mal définis dans son approche. Parfois il y en a 8, parfois il y en a 9. La religion semble être le facteur principal de définition des ensembles civilisationnels, mais ça ne marche pas pour toutes les civilisations qu'il décrit. Et ce qui a probablement été une des raisons du succès de cette approche, c'est qu'elle se veut à la fois explicative et prescriptive. Elle explique, ou elle pense expliquer le désordre mondial, et en même temps elle donne une recette. Si le choc des civilisations est la cause des humeurs du monde, alors il faudrait faire du dialogue des civilisations pour résoudre ces enjeux et ces conflits. Le problème, c'est que personne ne représente les civilisations, et il est très difficile évidemment de mettre à la table pour faire dialoguer ces ensembles qui ne sont évidemment qui ne correspondent pas à une réalité institutionnalisée. Oui, c'est compliqué en ce moment de dialoguer, ça on l'aura bien noté. Alors Sanjay Subramaniam,
tout dépend aussi du point de vue, effectivement, puisque là, on l'a vu avec le sommet Poutine-Trump en Alaska. Beaucoup, surtout en Occident, ont décrit un retour un retour en légitimité. Mais en fait, il y a beaucoup de pays, à commencer par celui dont vous êtes originaire, l'Inde, qui a toujours des liens très forts avec Vladimir Poutine, ou encore la Chine, ou encore de nombreux pays africains. Donc, en fait, tout dépend de quel point de vue on se place. Oui, oui, non, mais moi, je dirais que pour les Indiens, les relations commencent tout d'abord avec l'Union soviétique. Et on voit la Russie, en quelque sorte, comme l'héritier de l'Union soviétique, avec laquelle on avait des relations économiques et politiques et militaires, surtout depuis 50-60 ans. Mais ça n'a rien à voir avec le discours civilisationnel des Russes. Ça a tout à voir avec les réels politiques. Où est-ce qu'on peut acheter des produits moins chers? Oui, mais alors donc cette civilisation qui est mise en avant, donc finalement ça fonctionne parfois, mais pas quand il y a la réelle politique. C'est ce que vous nous dites? Oui, non. En fin de compte, les mythes sont là parfois quand on a envie de dépasser le réel politique. Mais le réel politique est toujours présent, à mon avis, dans les relations internationales. Et en fin de compte, parfois, on utilise ce concept de civilisation d'une façon cynique, en n'en croyant pas vraiment. Je pense que M. Netanyahu en est un exemple, c'est un monsieur tout à fait cynique. Mais il y a aussi des gens qui croient à leur propre mythe. Ça fait penser au livre qui fait date de Paul Venn sur les Grecs anciens, s'ils croyaient à leur propre mythe. Et il faut aussi se demander si les gens croient à leur propre civilisation. Oui, effectivement, la civilisation, peut-être qu'il faut aussi définir quelle est la conception de civilisation, de nation. Est-ce que tout ça aujourd'hui, ça se mélange, Delphine Alès? Alors ça a tendance à se mélanger dans le discours politique. La civilisation, il est très difficile d'en donner une définition. Il y en a plusieurs. On pourrait revenir à une définition la plus simple qui est que la civilisation est peut-être la plus grande entité ou communauté d'appartenance auxquelles peuvent se référer les personnes humaines. Il y a en sciences sociales 3 approches, pour le dire schématiquement, de la civilisation. Il y en a une qui était celle des juristes du 19e siècle, à laquelle se référait Sanjay Subrahmanyam tout à l'heure, qui a justifié la colonisation, qui est une approche normative de la civilisation contre la barbarie, les États civilisés dotés de règles de droit, ceux qui ont le droit de porter finalement la civilisation, c'est tout le projet colonial civilisationnel. Il y a une autre définition qui est la définition du sociologue Norbert Elias, qui est une définition processuelle de la civilisation. La civilisation est un processus de civilisation dans le contexte duquel on assiste en même temps à un raffinement des structures psychiques et des structures sociales. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin, et il n'y a pas de valeur associée ou de normativité associée à cette définition processuelle. Et puis il y a une autre définition substantielle ou substantive de la civilisation qui va être celle, par exemple, de l'historien Fernand Braudel, selon laquelle des civilisations coexistent et émergent à l'issue de processus à la fois de rencontres, de malencontres parfois, d'inclusion et d'exclusion, et se constituent dans leurs interactions. Et là, on va distinguer des civilisations qui coexistent. Voilà, des civilisations qui coexistent, mais Sanjay Subrahmanyam, alors est-ce qu'il y a de nouvelles civilisations qui arrivent? Est-ce qu'on a besoin des mythes finalement aujourd'hui comme du temps de l'Antiquité? Oui, non, bien sûr, les êtres humains ont toujours besoin de mythes. Et notre travail en tant qu'historien, en tant que politologue, c'est aussi d'analyser ces mythes. Alors donc, je ne dis pas qu'il faut abolir les mythes, mais il faut quand même regarder avec un regard froid l'existence de ces mythes. Et quels sont les mythes aujourd'hui du XXIe siècle? Oui, par exemple, un mythe que je trouve très intéressant, c'est le mythe de la civilisation judéo-chrétienne. Parce que si vous regardez le XVIe siècle, quand les rois d'Espagne chassaient de leur territoire les Juifs, il n'y avait pas d'idée à cette époque-là de la civilisation judéo-chrétienne. Puis, maintenant, on dit qu'il en a.
Et c'est en utilisant ça, par exemple, que c'est un des chevaux de guerre de M. Netanyahou, en disant que lui, il représente en quelque sorte la civilisation judéo-chrétienne contre les musulmans, tout en oubliant qu'il y a beaucoup de chrétiens chez les Palestiniens. Voilà, donc chacun en fait voit ce qui le sert en fait dans la civilisation. Enfin chacun, notamment les dirigeants, ils l'utilisent comme prétexte. Quand vous parlez de récits civilisationnels dans Décrypte, qu'est-ce que vous étudiez? C'est aussi votre programme Décrypte, pardon. Oui, tout à fait. C'est aussi une manière de montrer le caractère très évolutif de ces mythes. On parlait à l'instant de la civilisation judéo-chrétienne. Si on regarde la manière dont a été définie la civilisation européenne, même sur un temps très court, dans les années 80, on se référait plutôt à une civilisation latino-hellénique. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à renvoyer cette civilisation européenne ou à la superposer avec cette notion de civilisation judéo-chrétienne dont Sanjay Subrahmanyam évoquait à un instant que historiquement, elle n'a pas forcément eu de validité. Et donc, ça nous dit autant sur ce que l'on veut intégrer que sur ce que l'on veut exclure de regarder. Certaines civilisations qui n'ont pas été prises assez au sérieux, je dirais peut-être pas ça, mais notamment en France, au niveau du continent africain, il y a eu des déclarations assez malheureuses sur le fait que le continent n'avait pas d'histoire. Est-ce que ça aussi, c'est aussi ça, est-ce que c'est en train de se combler? C'est le fait de regarder l'autre comme s'il n'avait pas de civilisation. Alors là, on était complètement dans cette idée d'opposition entre civilisation et barbarie. Là encore, les États avec une histoire ou les continents avec une histoire par rapport à ceux qui n'en auraient pas. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de regarder comment évolue le récit européen. On a beaucoup tendance à mettre l'accent sur les civilisations dites extra-occidentales, mais l'Occident a lui-même un récit, ou des récits plutôt civilisationnels. Et ce qui est frappant, c'est la bataille politique qui se joue aujourd'hui pour la définition de ce qu'est ou ce que devrait être le récit civilisationnel, occidental ou européen. C'est-à-dire un exemple par rapport à la religion, par exemple ? Par exemple, au mois de mai dernier, sur le blog officiel du département d'État des États-Unis, a été publié un post très intéressant par un jeune conseiller aux droits de l'homme du département d'État qui insiste sur la nécessité d'aller chercher en Europe des alliés civilisationnels précisément contre ce qu'il considère comme étant le délitement que proposeraient en particulier les dirigeants français et allemands. Et ce délitement, c'est le libéralisme. Et donc, il y a une volonté d'aller chercher des responsables politiques lorsqu'ils sont au pouvoir, comme Orban en Hongrie, ou des partis politiques qui incarneraient un retour à un civilisationnisme européen et occidental plutôt ancré dans des valeurs chrétiennes, comme c'est le cas du Rassemblement national en France, contre des dirigeants assimilés à un ordre libéral considéré comme étant décadent. C'est un discours qui rejoint tout à fait, par ailleurs, celui de M. Poutine, quand il fait référence à un Occident, une civilisation occidentale qui serait décadente. Très bien, un exemple tout à fait clair. Sanjay Subrahmanyam, vous dites que effectivement c'est le retour des empires. Voilà, la Chine, mais personne ne veut le dire parce que c'est presque un gros mot en fait. Nationaliste, c'est un gros mot, empire aussi, donc on parle de civilisation. Non, en fait, c'est justement parce qu'on a envie d'échapper un peu. On pense que parler trop d'empire, ça fait peur. Donc, on parle de civilisation pour éviter le mot empire. En fait, on est dans une situation tout à fait hypocrite dans laquelle on construit des empires, mais on fait comme s'ils ne sont pas des empires. Parce que si M. Poutine disait clairement, moi, je suis en train de recréer l'empire russe du 19e siècle, là, il serait considéré comme encore pire que son image aujourd'hui. Donc, il dit plutôt que je suis en train de reconstituer une civilisation. D'accord, effectivement, le message passe peut-être mieux. Est-ce que vous pensez qu'on est dans un monde plus violent aujourd'hui ou pas? Par rapport à quoi? Par rapport au passé, effectivement, avec ces guerres qui ont eu lieu et qui ont lieu en ce moment. On dit toujours que ce monde, le 21e siècle, devient de plus en plus violent. Vous, avec cette vision que vous avez très, très, très ample, est-ce que pour vous, c'est le cas? Au XXe siècle, on a eu la Première Guerre mondiale, qui est une grande tuerie, la Deuxième Guerre mondiale, encore plus grande. Puis, dans les années 70, on a eu le Vietnam, on a eu le Khmer Rouge avec leur projet génocidaire. Donc, il est très difficile pour moi de dire que le 21e siècle, c'est pire que ça. Donc voilà, ce n'est pas pire que ça. Il y a des échelles de valeur dans les civilisations ?
Alors il y a certainement des échelles de valeur propres à chaque récit civilisationnel. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de voir à quoi s'oppose chacun de ces récits et quelles sont leurs prétentions en termes de gouvernance mondiale ou de reconstitution d'un système international. Là aussi, il y a une évolution sans doute depuis quelques années qui est que là où le récit civilisationnel européen se confondait jusqu'à récemment encore, dans une large mesure, avec l'universalisme, avec un universalisme qui était finalement étriqué, qui était chargé de valeurs européennes. Aujourd'hui, le récit civilisationnel tel qu'il est défendu par les civilisationnistes, ceux qui prônent effectivement une civilisation européenne superposée avec des valeurs judéo-chrétiennes, est devenu un récit défensif. Alors que de l'autre côté, si l'on regarde ce que sont aujourd'hui les prétentions adossées au récit civilisationnel russe ou au récit civilisationnel chinois, là où dans les années 80-90, la Chine promouvait les valeurs asiatiques de manière défensive pour se prémunir d'une certaine façon contre le regard porté sur son système politique d'un point de vue universel et notamment du point de vue des organisations du système international. Aujourd'hui, la Chine de Xi Jinping promeut une initiative de civilisation mondiale qui a été publiée en 2023 et qui a vocation à devenir l'universel. Et donc, on a une forme d'inversion dans le contexte de laquelle ce récit universaliste libéral ancré dans l'histoire européenne se voit progressivement remplacé, à l'échelle mondiale, ou concurrencé, ce serait plus approprié, par d'autres formes de représentation de l'universalisme qui s'apparentent plutôt à une forme de proposition de patchwork de civilisation, comme s'il était possible de concevoir des civilisations juxtaposées, pensées en silo, ce qui est là aussi un déni de leur constitution historique. C'est vrai qu'on est dans un monde dans une époque très mondialisée, Sanjay Subrahmanyam, où on a beaucoup parlé de d'un monde cosmopolite que vous incarnez. Vous êtes né en Inde, vous travaillez aux États-Unis, vous parlez extrêmement bien français. Est-ce que là, on assiste à un retour en arrière, justement, avec un repli sur soi de tous les pays? Est-ce que ça, c'est inquiétant? Comment vous le voyez, vous, avec votre œil d'historien? Non, je ne pense pas qu'on va faire retour vers, disons, le monde d'avant 1989. Ça, c'est impossible. Mais imaginez que le monde deviendrait plat, comme disait le journaliste Tom Friedman. Ça, c'est pas vrai. C'est pas comme si on va effacer les différences culturelles ou les différences politiques. Ça, c'est pas notre avenir, tant que je sache que je peux voir. Donc, je pense que pour moi, c'est plutôt une question de voir maintenant comment il y a l'échiquier des relations internationales. On a beaucoup de pièces et parmi ces pièces, on utilise tous ces concepts, y compris la civilisation, pour faire avancer ses propres stratégies dans l'échiquier de tout le monde aujourd'hui. Mais c'est pas comme si le jeu est terminé. Le jeu n'est pas terminé, on aura bien compris. Merci Sanjay Subrahmanyam d'avoir été avec nous en direct et merci à vous Delphine Alès d'avoir participé à ce grand